Hey, salut à tous, bienvenue à cette vidéo de unboxing. Qui y a-t-il derrière ce carton? Surprise, attention, 5, 4, 3, 2... Et tadam! Et voilà! Non, j'allais pas vous faire tout l'unboxing complet, c'est pas le sujet de la vidéo. Reprenons les choses sérieuses, ça fait 2 mois que j'ai pas sorti de vidéo, il y a eu pas mal de films sortis au ciné. Je vais vous parler des 4 derniers que j'ai vus. Ah, c'est parti, générique, avec un petit changement de logo au programme. Ouvrez l'œil. Allez, c'est parti. C'est parti, commençons avec le premier des films. Pas forcément dans l'ordre chronologique des sorties au cinéma. Mais je vais garder celui que j'ai le plus de choses à dire pour la fin. Commençons avec Paris Hill. Un film sorti il y a 2 semaines, réalisé par Doug Liman, à qui on doit Jason Bourne, et surtout Edge of Tomorrow, qui était l'un des meilleurs films de science-fiction de la décennie. Et c'était avec Tom Cruise. Donc Doug Liman et Tom Cruise réunis pour Paris Hill, American Traffic. Un film très intéressant puisque c'est tiré d'une histoire vraie sur un pilote de ligne américaine. Et un jour, il reçoit la visite d'un agent de la CIA interprété par Domhnall Gleeson. Domhnall Gleeson. Je vous l'écris parce que c'est imprononçable ce truc. Non. Et donc cet agent de la CIA vient le voir en lui disant: Hey mon gars, tu fais un peu des trafics de cigares quand tu vas aller à Cuba, des trucs comme ça. Et bon, ça va s'arrondir les fins de mois, mais c'est complètement illégal. Donc je te donne 2 possibilités. Soit t'en mets au trou pour 15 ans, soit tu fais un truc méga dangereux et pas forcément très bien payé. C'est tu vas prendre des photos des zones à risque de l'Amérique latine, avec la Colombie et toutes ces zones infestées par la vermine communiste en pleine guerre froide, qui vont lui tirer dessus parce qu'il va passer très bas et faire des photos aériennes, c'était complètement interdit. Donc boulot vachement risqué. Mais il va rencontrer un certain, qui est complètement pas connu, qui a pas du tout marqué l'histoire, Pablo Escobar et sa bande. Donc le gars, avec sa pilote de ligne, va devenir un infiltré de la CIA, prendre des photos des communistes, et pendant ce temps-là, il va faire ami avec Pablo Escobar et refourguer toute sa drogue aux États-Unis. Money, 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 money. Non, c'est marrant, c'est sympa, c'est bien interprété, c'est bien réalisé. Doug Liman se fait un peu plaisir avec des plans un peu boum, zoom, dynamisme, machin, tac. C'est pas du Guy Ritchie, c'est pas aussi fou que le roi Arthur ou un truc comme ça. Mais c'est sympa, et puis voilà, c'est un bon divertissement. Je vous le conseille. Je lui mets 3,5 sur 5, mais bon. Dans le genre, ça vaut quand même pas Arrête-moi si tu peux et Lord of War, qui sont un peu les deux némésis et références du genre, parce que Lord of War c'est vraiment très sombre, et Arrête-moi si tu veux, bon, il y a aussi des côtés un peu sombres, mais c'est plutôt de la grosse comédie dans mode voilà quoi, je les ai bien nus, voilà, on se marre bien, c'était la belle vie, la belle époque. Donc je vous le conseille fortement, à contrario de Mother, avec un point d'exclamation de Darren Aronofsky, avec du lourd en casting, puisqu'on retrouve Jennifer Lawrence et Javier Bardem, qui forment un couple, en parlant de ça, dans Paris Hill. Ils ont 23 ans d'écart, Tom Cruise et sa petite compagne, mais c'est normal, voilà. Alors que là, ils ont 21 ans d'écart, et il y a tout le monde qui la charrie un peu à Jennifer Lawrence en lui disant: Ah, bah ça fait du bien un peu de chair fraîche, voilà, il vous a choisi, cet homme brillant, génialissime, il vous a choisi parce que vous êtes jeune, voilà, c'est la seule qualité, vous savez. Sinon, à part ça, vous êtes une gourdasse, vous savez à rien, vos petits travaux dans la maison, on s'en bat les steaks de force.
Donc Mother, c'est un film sur de Jennifer Lawrence et Javier Bardem, un huis clos qui sont dans leur maison. Donc Javier Bardem, c'est un écrivain, voilà, un poète mondialement connu, que tout le monde se dit mais quand est-ce qu'il va sortir son prochain livre, mon Dieu, ça va être une révolution, ce type est un génie. Et elle a une chance monstrueuse d'être avec quelqu'un d'aussi brillantissime. Et du coup, justement, elle en a bien conscience de la chance monstrueuse qu'elle a. Et jalousement, elle veut le garder pour elle. Elle veut l'ensouvenir sur son amour, le surprotéger, tout en lui apportant le plus de motivation possible pour continuer son œuvre. Mais lui étouffe littéralement par son amour et veut s'ouvrir au monde, a besoin de ça pour un peu libérer son esprit créatif. Et il va laisser entrer un inconnu dans la maison, incarné par Ed Harris, qui à son tour va ramener sa femme, Michelle Pfeiffer. Et puis après, il va y avoir leurs deux fils qui vont arriver, avec l'un d'eux qui est incarné par Domhnall Gleeson. Bah ici, comment on se retrouve, c'est connecté, mon Dieu. Et puis, à force, il va laisser entrer de plus en plus de monde dans la maison, et puis elle va se sentir complètement oppressée par ces gens qui arrivent. C'est de l'agoraphobie puissance 10 milliards, puisque au moindre geste, ça va être une... Ah mon Dieu, ils arrivent dans mon foyer, c'est une attaque. Chaque visite est une attaque. Et bon, bien sûr, au début, c'est juste sa folie à elle. L'agoraphobie de s'il vous plaît, on est dans notre petit havre de paix, laissez-nous tranquille, on vit seul. C'est très bien comme ça. Et du coup, ils vont se faire harceler par les autres. Mais ça va vraiment prendre des proportions dantesques derrière. Et puis au bout d'un moment, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Parce que donc elle a un peu une espèce de pouvoir qui lui permet de capter qu'est-ce qui se passe, de capter l'âme de la maison pour ressentir de quelle couleur elle doit peindre les pièces et des trucs comme ça. Mais il y a la première scène qui te spoil, mais c'est horrible. En fait, il te spoil, non. Non, enfin, tu t'en rends compte après. Et attention, parce qu'en fait, je suis obligé de le dire. Voilà, parce qu'en fait, ce film, j'étais parti sur de l'agoraphobie. Pour moi, c'était clairement ça. C'était sur les difficultés d'un couple. Et puis, il se passe le dernier tiers du film où ça part tellement en vrille que je ne comprenais plus rien. Que se passait-il? Et puis, soudain, tout s'est éclairci. Attention, zone spoiler. Si vous ne le savez pas, je vous l'explique. Dans la Bible, il se trouve qu'il y a d'abord eu Adam. Et après, on a retiré une côte à Adam pour faire Ève. Donc Ève est issue de la côte de Adam. Et Adam et Ève ont eu deux enfants, Abel et Caïn. Voilà, et puis donc de là, il y a eu différents problèmes. Et voilà quoi. Donc en fait le film et la Bible, c'est la Bible. Avec Javier Bardem qui est Dieu. Donc en fait ces livres de poésie, en fait c'est sa création. Il a créé les choses, il crée les hommes. Et il crée les hommes pour que les hommes le déifient. Et ça le renforce, ça le grandit. Mais il se laisse déborder par sa création. Qui, plus tu lui vois un culte, deviennent complètement obsédés par lui. Et en son nom font la guerre, font des crimes. Et donc en fait, toute la dernière partie, c'est une... c'est même pas plus une métaphore, il montre clairement ce que devient l'humanité à cause de cet amour aveugle divin qui ne se rend pas compte de ce que devient sa propre création. Et pendant ce temps-là, sa femme, qui est la mère nature, Mother, qui, elle, c'est grâce à elle qu'il peut créer la vie, que la vie se développe, mais il ne sait pas se limiter à son amour, l'amour de la mère. Il se sent obligé d'aller plus loin, alors qu'elle a conscience de la menace et sait qu'il faudrait se limiter à certaines choses. Mais lui n'y arrive pas et du coup, ça fait un cycle. Puisqu'en fait, au début, on croit que la première scène,
ça reboucle par rapport à l'autre, mais en fait, c'est effectivement des boucles. Mais ça a l'air confus comme ça, mais en fait, c'est très clair. Pensez à la réplique du professeur Ian Malcolm dans Jurassic Park. La nature trouve toujours son chemin. Et effectivement, Mère Nature, à la fin, est tellement bafouée par les hommes, et détruite par les hommes, carrément. Mais même une fois détruite, elle retrouve son chemin. Et en fait, quand elle se consume, littéralement, elle se consume d'amour pour Dieu, et il ne reste plus que son âme qu'elle lui confie, qui lui permet de recréer le monde à chaque fois. Et à partir du moment où la précédente âme est détruite, enfin c'est cassé à cause d'Adam et Ève, eh bien les choses commencent à se mourir, c'est le péché originel, et à partir de là, les choses commencent à se dégrader. Mais du coup, on se rend compte à la toute dernière scène que, eh bien, la nature n'est plus la même, elle a changé, elle a évolué, c'est devenu une autre mère nature, parce que la nature trouve toujours ce chemin. Et voilà. Donc en fait, c'est super fort, un très gros travail métaphorique, biblique. Et le film a une construction très intéressante, et Jennifer Lawrence a une performance génialissime. Donc quand je le présente comme ça, j'ai moi-même l'impression, en disant que c'est un excellent film, mais pas du tout. Malheureusement non. Et je mets même 2 étoiles sur 5, parce que je me suis vraiment fait très chier. C'est un film vraiment ennuyeux à outrance. Déjà, il est très mal expliqué. Enfin, si on connaît la Bible, on comprend que voilà, il lui manque une côte, c'est Ève qui a été créée à partir de la côte d'Adam, que les 2 frères avec le frère meurtricide, c'est Abel et Caïn, mais bon, si on n'a pas les références bibliques, on ne le comprend pas, et on ne comprend pas toute la partie qui suit derrière, qui paraît complètement folle. Si, comme moi, au début, vous avez cru que c'était juste une histoire de problème de couple avec une femme agoraphobe qui se met après à délirer, mais pas du tout. En fait, tout est littéral. À la fois littéral, métaphorique et onirique. C'est là que le film nous perd un peu parce qu'il mélange trop de choses qui n'ont pas de sens ensemble. Enfin, ça paraît bizarre. Mais le plus gros problème du film, c'est que déjà, il n'est pas clair du tout. On comprend que dalle même, si on n'a pas les références. Et puis, c'est mou. Oh, c'est mou. On va passer directement sur ça, ou It en VO. Le remake, réadaptation. Enfin, c'est pas le remake du téléfilm en deux parties. Produit par Spielberg en 1990 et sorti en 1993 en France. Non, c'est une réadaptation du roman de Stephen King, paru en 78, un truc comme ça. Réalisé par André Muschietti. Enfin, en gros, c'était le même réalisateur que Mama, produit par Guillermo del Toro. On avait plus parlé de Guillermo del Toro que du réalisateur d'ailleurs. Parce qu'il y avait un peu la patte, un peu des monstres, voilà et tout. Donc voilà, c'est lui qui a fait ça. Qui est un film qui fait parler énormément. Parce que c'est le plus gros succès de tous les temps pour un film d'épouvante. Le film a battu L'Exorciste, qui détenait le record depuis plus de 40 ans. C'est complètement fou. Et le film, déjà, il a fait 3 fois le meilleur démarrage pour un mois de septembre. Il a fait plus du double du meilleur démarrage pour un film horrifique. Et rien que là, il a atteint les 500 millions dans le monde. C'est complètement fou. Donc, je suis un peu obligé d'en parler. Surtout que c'est un film... ouais, c'est génial. C'est un film sur les années un peu 80, les années Goonies, avec une bande d'enfants. Donc, c'est comme dans Stranger Things, qui est l'une des meilleures séries de tous les temps. Bah ouais, mais non. Bah oui, si, Stranger Things est l'une des meilleures séries de tous les temps, largement. Il n'y a pas de souci là-dessus, c'était colossal. Mais ça c'est bien. C'est bien, attention, ah oui, attention. Mais c'est pas Stranger Things, il faut se calmer 2 minutes. Et ça ne mérite pas tout ce tapage et ce succès. 500 millions. Ça va peut-être même atteindre les 700, 800. C'est fou. Calmez-vous les gens, calmez-vous. Oh. Pour revenir vite fait sur ça, c'est l'histoire d'une petite ville américaine. Ça se passe dans les années 80. Et donc on suit une petite bande de jeunes qui se fait terroriser par un clone maléfique incarné par Bill Skarsgård.
Et c'est un clown qui est capable de prendre, mais en fait, c'est pas vraiment un clown, c'est une entité plus largement millénaire, même millionnaire en nombre d'années, qui était là depuis quasiment la nuit des temps. Et donc c'est une entité qui est capable de prendre la forme de ce qui vous fait le plus peur. Et en fait, il prend au début la forme d'un clown, parce que c'était ce qui faisait le plus peur à l'un de la bande, mais ça n'a aucun sens en fait. Donc, enfin bon, son apparence de base, c'est un clown. Pourquoi pas, et ok, même s'il peut prendre la forme de ce qu'il veut, un clown. Et donc en fait, le principe c'est que il va faire un peu peur aux enfants les uns après les autres. Et les enfants vont se dire attention, il y a une grosse menace. Et il va falloir le pourchasser, parce qu'en plus, il a buté le petit frère d'un des leurs. Et une scène vachement gore, attendez, oh, un petit gamin, il se fait bouffer le bras, avec ça. Il y a le sang qui gicle, c'est violent quand même. C'est largement pour niveau Stranger Things dans la mesure où déjà le casting était... Le casting ça va, c'est à peu près au même niveau. Même si je trouve qu'il n'y a personne du niveau du flic. Ça c'est dommage. Même si dans les jeunes, il y a Sophia Lilly. Ouh. Oh là là. Déjà, je pense que dans les 10 prochaines années, elle aura un Oscar. Ça, c'est acté, je prends les paris, attention. Et en plus, dans un autre film, elle jouait le rôle de Amy Adams jeune. Amy Adams. Donc c'est clair, dans 3 ans, dans 2 ans et 2 mois, un truc comme ça, quand elle sera majeure, je prends carrément une option dessus là. Non mais c'est fou, elle va être magnifique plus tard si elle ressemble de près ou de loin à Amy Adams. Enfin déjà elle ressemble pas mal à Amy Adams, mais si elle évolue aussi bien qu'Amy Adams, Amy Adams à 40 ans je la demande en mariage, y a pas de souci là. Ouf. En termes d'horrifique, excusez-moi, mais un univers... une dimension alternative à la Silent Hill, complètement glaçante de Stranger Things, face à un clown qui est capable de prendre des formes, qui fait peur aux autres. Non, clairement pas. C'est une différence de niveau colossal. Et même au niveau casting, c'est un cran en dessous. Mais les fausses émotions en termes de scénario, ça n'a aucun sens. Bon d'accord, il y a le père de la fille qui ne voit pas tout le sang dans la salle de bain. Mais c'est pas parce qu'il y en a un qui ne le voit pas que personne ne peut le voir. Et que, merde, essayez quoi. Vous êtes une bande de mioches. Une bande de mioches de 13-14 ans. 15 ans pour le black. Mais non. Qu'est-ce... Vous voyez pas que vous avez un bol monstrueux? Déjà, ce clown est complètement con. À n'importe quelle scène où il leur fait coucou, c'est moi, je fais peur. Et il aurait pu les buter. C'est... Bon ok, c'est genre le trip du psychopathe qui veut leur faire peur avant de les bouffer. Mais espèce de con. Tu n'as aucun sens, clown. T'aurais pu les tuer à 150 000 occasions. En plus, avec les pouvoirs que t'as, tu fais n'importe quoi. Et puis les mômes. Mais non. Vous partez avec des barres en fer à affronter un monstre pareil. Et vous essayez même pas d'avertir qui de droit. Et puis excusez-moi, mais on est dans un foyer américain. Il y a plus d'armes que d'habitants aux États-Unis. Non mais sérieux, vous allez pas avec des barres en fer. Cherchez le fusil de votre père, quelque chose. Armez-vous, nom de Zeus. Quitte à avoir une scène où vous vous entretuez entre vous parce que genre vous avez le fusil d'un, vous retournez, mince, j'ai buté mon meilleur ami, c'est dommage, non. Bon d'accord, ça aurait été un peu con, mais essayez au moins une scène où vous essayez de prévenir les grands et qui vous envoie chez les grands. Et après d'accord, vous partez faire votre quête entre vous. Mais il faut au moins qu'à un moment donné, les grands vous envoient chier. Quitte à... Non mais ça n'a pas de sens. Vous partez pas tout seul comme des débiles. Vous essayez un minimum de tenter quelque chose avant d'y aller. Ah, zut. Et puis le film est long aussi. Il est un peu long. Et puis le côté de... je vais faire peur à un enfant, puis un autre, puis un autre, puis un autre.
La construction, c'était un bon film, d'accord, mais bon, ça vaut pas tout ce tapage, hein. Je restais à 3 étoiles. Et pour finir, nous allons parler du 4e film. Et pour finir, on va parler du 4e film que j'ai vu récemment au cinéma, que je voulais garder pour la fin. Le succès surprise au box-office, le film de Netflix, ceux qui ont... Enfin, ils se mettent à faire des films maintenant, Netflix, comme Okja ou Death Note. Death Note. Oh. Nous allons parler de Seven Sisters, réalisé par un réalisateur W. Voilà, non, je peux pas le dire quand même. Oh. C'est crédible 2 secondes. Donc Seven Sisters, un film de science-fiction qui a surpris son monde, que ce soit en termes de très bonne critique. Il est situé quand même à 4 étoiles sur Allociné. Waouh! Et puis il a quand même 1,5 million d'entrées en France, alors qu'il est disponible un peu partout sur Netflix. C'est fou. C'est non seulement inespéré, mais c'est aussi très inattendu. C'est un film de science-fiction. Déjà, la science-fiction, ça a du mal à se vendre. Mais en plus, un film pas forcément très très gros blockbuster, avec, en termes de casting, uniquement Glenn Close, c'est pas une actrice méga bankable. Noomi Rapace, on peut pas dire qu'elle ait des succès monstrueux à son actif. Son plus gros succès de tous les temps, ça doit être Prometheus, me semble-t-il, si je dis pas de conneries. Et puis sinon, il y a William Dafoe. Dafoe! Non, mais à chaque fois que je dis William Dafoe, je pense à la blague dans Meet Your Mother. Ah là là, Marshall. Qu'est-ce que tu me manques, bonhomme? Donc, c'est un film dans un univers dystopique où la surpopulation est devenue tellement un gros problème. Surtout que pour un peu nourrir tout ce monde-là, ils se sont mis à faire de plus en plus d'OGM et compagnie, des trucs bourrés d'hormones et compagnie, qui font que, à force de les manger, les hormones ça nous détraque. Et ça fait qu'il y a de plus en plus de naissances multiples. Et je parle même pas de jumeaux triplés, je parle de quadruplés, quintuplés, sextuplés. Un nombre incalculable, le truc qui t'explose le ventre et que la mère elle est obligée de crever à la fin tellement que c'est obligé. Quand t'accouches pas de 7 enfants, mais vous vous rendez compte, le ventre 7 enfants. Le truc à partir du 4e déjà, c'est bon, 3 mois plus tard, la mère elle peut plus sortir de son lit, il faut être sérieux 2 minutes. Le truc, le ventre, il y a déjà eu réellement des cas de ventre qui se déchirent pour des quadruplés ou des quintuplés. Vous vous rendez compte du poids que ça pèse, même s'ils sont un peu atrophiés parce qu'il n'y a pas trop la place de se développer et qu'à la naissance ils font tous 2 kilos. 2 kilos x 5 ça fait 10 kilos. Sachant que déjà pour un bébé de 4 kilos il y en a qui prennent 15 kilos, je vous laisse faire le calcul. Enfin bref, donc ça se passe dans un univers dystopique où à cause de faire des hormones et machin bidule, naissance multiple, du coup déjà qu'il y avait un problème de surpopulation à la base et que c'est pour ça qu'on a fait des cultures OGM, et du coup, donc politique de l'enfant unique, mais c'est incompatible avec le fait qu'ils bouffent des trucs qui leur font faire plein de gosses. Donc, que se passe-t-il? Au lieu de faire logiquement ce qu'auraient fait, ce qu'ont fait les nazis et les États-Unis pendant la Seconde Guerre mondiale, les nazis, eux, c'était plus pour des histoires de maladies génétiques qui se refiaient de père ou mère aux enfants. Donc là, ils faisaient des cas de stérilisation. Aux États-Unis, c'était un truc un peu plus vicelard. Ils stérilisaient aussi les débiles. Ils avaient mené une politique aux États-Unis pendant la Seconde Guerre mondiale où, en plus des malades, ils stérilisaient les débiles. Parce qu'ils se disaient, les débiles ils vont faire des débiles. Du coup, si on garde que des intelligents, ils vont faire que des enfants intelligents. Donc ça va augmenter le niveau de la population. Gros, ça m'étonne qu'on en parle d'ailleurs pas plus de ces genres de scandales de stérilisation de masse. Mais personnellement, j'ai moins de mal avec le problème de stérilisation de masse que ce qu'ils proposent dans ce film. Parce que dans ce film, la version officielle, mais n'importe qui a vu un peu des univers dystopiques, notamment The Giver, avec l'élargissement vers le lointain, le truc où tu sens le fist de 12 mètres de long, obligatoire, quoi, ça concerne les vieux. Qu'est-ce qu'on peut bien faire de vieux? Dis donc, on les élargit vers le lointain.
Et donc là, les naissances multiples, on congèle les enfants. Admettons qu'il y a une moyenne de 5 enfants par portée, parce qu'à ce niveau-là, on peut parler de portée carrément. Vous en congelez 4 sur 5, avec 300 millions de nouveaux venus par an. Sur 10 ans, vous en congelez 1,5 milliard, grosso modo. Mon calcul n'a plus aucun sens parce que là, je suis en train de réfléchir et en même temps que je parle, je n'y arrive pas, donc je dis n'importe quoi. Mais bon, on va dire qu'il y a, au bout de 10 ans, on va dire qu'ils ont congelé 1,5 milliard de personnes avec leurs conneries. Déjà, la congélation, on est incapable de décongeler derrière, parce qu'il faudra être capable de passer de 0 à moins 270 degrés en une fraction de seconde, parce que sinon, les brins d'ADN, vous les explosez, vous décongelez une carcasse morte à la fin. Donc déjà, technologiquement, c'est un truc assez balèze à faire. Et puis vous imaginez, maintenir plusieurs milliards de personnes en état de cryogénisation, la masse d'énergie ahurissante que ça représente, ça n'a strictement aucun sens. Je vois même pas comment une personne sensée peut se dire, en voyant ça, « Ah oui d'accord, le gouvernement cryogénise les gens. Bon, bah j'espère que dans plusieurs décennies, les choses vont s'améliorer, qu'on pourra les décongeler, et que on pourra vivre tous ensemble, les machins, et ben, mais vous êtes complètement débile. Attention, spoiler. Mais j'y croyais pas une seule seconde, c'était évident qu'ils les butaient, les bébés et les enfants. Mais qui peut être surpris une seule seconde? Ah là 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 là. Du coup, tu m'étonnes que quelqu'un qui était un minimum dans les petites affaires du gouvernement et bidule se dise bah tiens, mais cet enfant, je vais peut-être pas les déclarer. Parce que ça veut quand même dire qu'il y en a 6 sur 7 qui vont crever. Donc du coup, le film raconte comment William Dafoe, donc sa fille s'est fait complètement exploser par une naissance de cet enfant, évidemment, elle est morte à l'accouchement. Mais donc William Dafoe, d'ailleurs qu'est-ce qui lui est arrivé, où est-ce qu'il est passé, on ne sait pas. On se doute qu'il est mort de vieillesse 30 ans plus tard, mais bon, ça aurait été sympa de nous le dire quand même. Donc William Dafoe a pris les 7 enfants de sa fille. Comme il était gouvernement machin bidule, il a bricolé 7 bracelets de reconnaissance parce que du coup il y a des contrôles de partout pour vérifier qu'il n'y a pas eu de naissance multiple. Parce qu'il y a peut-être des gens dans les bas quartiers qui couchent à la maison et qui ne déclarent pas et que du coup voilà. Mais bon. Donc du coup il s'est arrangé pour faire 7 copies du même bracelet pour que voilà. Et du coup comme elles sont 7, bah 7 jours de la semaine, hein, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Donc voilà, donc il y a les 7 versions de Noomi Rapace. Et donc du coup il les a entraînées pour qu'elles puissent survivre dans un système où elles n'ont pas le droit de vivre. Et elles sont obligées de sortir chacune un jour précis de la semaine. Et au passage je voudrais pas dire mais lundi se fait quand même vachement enfler par rapport à samedi et dimanche quoi. Parce que si c'est le même système qu'actuel, le samedi et le dimanche c'est quand même des jours un peu plus festifs que le lundi quoi. Il y a qui avoir vendredi quoi, elle est complètement dépressive. C'est la grosse bosseuse, c'est celle qui termine la semaine quoi. Et à côté samedi c'est waouh, c'est la fiesta. Puis dimanche c'est je vous emmerde toutes. Je suis dimanche quoi. Mais donc voilà, c'est un film super intéressant déjà de ce concept de base assez fou, dans cet univers assez fou. Et donc le fait que déjà il y ait les 7 Noomi Rapace, technologiquement c'était assez dingue, de devoir trouver des actrices à peu près du même gabarit où on puisse coller le visage de Noomi Rapace dessus, en post-prod. Ça demande déjà un boulot fou. Et le film s'en sort à la perfection. C'est dingue. Et puis Noomi Rapace, talent d'actrice quoi. Excusez du peu. Elle fait quand même 7 rôles. Donc elle fait 7 rôles, mais 7 rôles vachement distincts. Où d'emblée on voit les personnalités. Même si j'avoue que Monday et Tuesday,
c'est celles qu'on voit le moins et qui du coup sont le moins développées. Mais à un moment, je me suis un peu paumé parce qu'il est quand même assez compliqué. Déjà, il faut immédiatement s'immerger dedans. Il faut essayer de repérer un peu qui est qui. Mais lundi, elle vomit au début. C'est pas lundi qui est parti lundi. Et puis le principe du film, c'est What Happened on Monday. Ou What Happened to Monday, plutôt. Et le film est très surprenant, dans le sens où... déjà, il est violent. Déjà, violence psychologique et physique. Donc, on bute quand même. Donc déjà... Et puis, violence physique, quoi. À partir du moment où What Happened on Monday... ou To Monday, excusez... Waouh, les gars, vous lésinez pas sur les moyens, quoi. Puis, c'est des petits bras de femme, elle est petite, Noomi Rapace, elle est toute fragile, on a envie de la câliner, de la prendre dans ses bras. Que de violence. Aïe, aïe, aïe. Ah, ça pique. Ça fait très mal. Non, ce film m'a beaucoup choqué. Enfin, c'est excellent d'un certain côté. Il faut un peu bouger le spectateur, lui faire ressentir des choses. Mais là, c'est de l'électrochoc. Oh, je regarde un film tranquillement et puis là, qu'est-ce que vous faites? Range ton couteau. Qu'est-ce que tu fais derrière la webcam? C'est bon là. Sors de ce toit, mon gars. Qu'est-ce que tu fais? Tu es de violence? Wow! Et puis, oui, oui, oui. Aïe, aïe, aïe. Je n'étais pas prêt à voir un film comme ça. Je suis une petite nature. Il fallait me prévenir. Ils m'ont traumatisé, les fous. Mais bon, après, c'était... Il y avait certains trucs assez prévisibles, d'autres beaucoup moins qui m'ont... Waouh! Bien joué, les gars! Bon travail de scénariste. Et puis, non, globalement très bien. Franchement, vous m'avez bien happé, les gars. Bien joué, bien joué. Visuellement, il y a des trucs sympas. Notamment le dézoom depuis la fenêtre, en mode, après, vue aérienne sur la ville. Bon, clairement, ça a été refait en image de synthèse, mais... pas mal. Bien joué. Pas mal de scènes visuellement et au niveau de la réalisation très bien faites. Une très très bonne immersion, j'ai beaucoup aimé. Oh, ça marche bien, pas de soucis. Donc je vous conseille largement Seven Sisters. Je lui mets 3,5 sur 5. Donc voilà. Donc merci de me suivre, de ne pas vous être désabonné parce que quasiment 2 mois sans vidéo. J'ai un peu déconné, j'avoue. Je prévois 2-3 trucs pour les prochaines semaines. Enfin, semaines. Possible que là, je revienne pas avant 2 semaines parce que... je prévois un truc, mais... Je prévois trop de trucs. Et je m'y mets pas. Et que ça va pas. Enfin, si vous voulez soutenir la chaîne, merci de laisser un petit pouce vert. Bleu. Oh, le vieux. De commenter, de partager la vidéo. De vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et si jamais vous habitez sur Montpellier, le jour où j'ai un peu plus d'abonnés, vous aura une quelconque importance. Si vous voulez, sur Twitter, à un moment donné, je balancerai plus tard, si jamais un jour j'arrive à dépasser le millier d'abonnés ou quoi, et que ça intéresse les gens, de se faire des petites tolles ensemble. Genre, bon, moi je vais à chaque fois voir mes films au Gaumont Multiplex de l'Odysseum, à Montpellier. Ou si jamais vous voulez qu'on se croise à l'occasion, histoire de, à la sortie de la salle, un peu discuter, débattre du film. Ça pourrait être sympa, là. Enfin bon. Ah là, ça sent le cliffhanger sur une prochaine vidéo. Ça sent le truc pas du tout téléphoné. Allez, au passage, dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire si vous pensez du nouveau logo. Donc voilà.
Allez, continuez d'aller voir des films, de vous cultiver. Vous pouvez me suivre sur mon site internet, Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat même aussi, pourquoi pas. Vous pouvez me suivre sur tout ce que vous voulez. Je me mets un peu tout, voilà. Hein. Je ne suis pas très présent sur tout, mais j'existe surtout. Donc si jamais vous voulez me balancer un truc à l'occasion dessus, au moins une fois par semaine j'y fais un tour. Donc voilà. Allez, salut les gens.